Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Cette semaine à l'émission, on vous présente 2 véhicules. Enfin, l'essai du Nissan Qashqai. On va aussi vous présenter le tout nouveau Ford EcoSport. On va parler aussi avec Mario Vaillancourt de la SAAC et M. Jean Cadorette de la Corporation des concessionnaires automobiles. Nous avons en studio le Mazda CX-3. Pas une grosse nouveauté, mais on va peut-être en jaser un petit peu. Et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions. Pas sûr qu'on va avoir du temps pour répondre à la fin de l'émission, mais on va essayer de répondre à une ou deux questions. Messieurs, salut! Salut! Salut, Daniel. Jacques, bienvenue. Marc Bouchard, bien présent cette semaine. Habituellement, on commence l'émission en parlant du véhicule qu'on a en studio. Cette semaine, faut chialer un peu. On fait jamais ça ça, fait longtemps qu'on n'a pas chialé. On chiale pas, on s'exprime, Daniel. Ah, on va s'exprimer, OK. Moi, je vais chialer, exprimez-vous. Mais là, le maudit prix de l'essence, je commence à être tanné. Ça monte, ça descend. Les raisons sont plus ou moins valables. On ne sait plus trop qui prend le profit. Puis la structure du prix de l'essence est tellement bien faite que personne n'est imputable de rien. C'est le raffineur, c'est le Brent, c'est l'autre, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe, sauf que vive l'arrivée des véhicules électriques, enfin, il va falloir se débarrasser du prix de l'essence. Puis je trouve qu'il ne s'aide pas présentement. Ouais. Mais moi, je peux te dire qu'actuellement, là, le prix de l'essence, il ne me dérange pas pantoute depuis 3 semaines. Parce que là, on va commencer à chicaner. Là. Parce que je roule une livre depuis 3 semaines. Bon, monsieur Et puis, électrique. moi, je suis électrique. Fait que j'oublie même de regarder aux stations d'essence quand je pars. Tu sais même pas quel prix de l'essence est là? Pantoute. Okay. Mais je sais. Mais dans le fond, je roule une voiture électrique. Et c'est ça. Ce que je voulais savoir, c'était quoi vivre avec une voiture électrique, là, quand on n'a pas de borne spéciale à la maison et qu'on est obligé de sortir dehors pour se brancher, etc. Alors, je l'ai fait. Et je sais que ça vit aujourd'hui. Mais à partir de tout à l'heure, il faut que je retombe au gaz. Il faut que je retombe à l'essence. Tu sais, je vais t'inviter chez nous, Jacques. Là. Oui. C'est 200 quelques kilomètres Oui. d'autoroute. D'après moi, tu vas peut-être penser plus à ton essence. Parce que là, tu vas être obligé de t'arrêter. Jacques, Marc, qu'est-ce qui se passe avec le prix de l'essence? Le prix de l'essence, en fait, on ne le sait pas. Actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Bon, on le sait, là, 48 du prix de l'essence au Québec, c'est des taxes. Donc ça, dès le départ, le gouvernement... C'est pour ça qu'il ne chiale pas quand le prix de l'essence. Ne veut pas trop faire d'efforts parce qu'évidemment, c'est 48 Tu parlais du Brent, tu parlais du prix du baril. C'est un peu étrange de voir que le prix du baril aujourd'hui est plus bas qu'en 2014, alors que c'est à ce moment-là qu'il avait atteint son prix maximum à la pompe. On parle 120 quelques dollars. Oui, mais c'est parce qu'à la pompe, en dollars continus, là, en 2014, on a atteint 1,61 $. OK? Là, on est actuellement à 1,5 $, 1,51 $, ça dépend. Sauf qu'il y a 40 $ de différence pour le prix du baril actuellement. On est 40 $ plus bas. Fait qu'il y a quelqu'un qui empoche cet argent-là. Ce qu'on regarde, c'est qu'entre autres, les marges de profit, bien entendu, des pétrolières, les marges de raffinage, ça n'a pas de bon sens, et les marges de profit des détaillants, qui sont d'habitude entre 2 et 4 sous du litre, sont actuellement entre 13 et 15 sous du litre. Tu vas me dire, oui, ils sont détaillants, ils ont le droit de faire de l'argent, je ne suis pas contre ça, mais à un moment donné, quand les marges de profit sont trop importantes, ça devient nous autres qui payent. Mais habituellement, les marges de profit, quand un fait plus de profit, l'autre en fait moins. Je parle du raffineur, du brut ou encore du détaillant. Il y en a un qui souffre entre les deux, et là, les trois s'en mettent plein les poches. Exactement. C'est ce faut comprendre. Et bon, évidemment, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent, on ne sait pas trop. Un des éléments qu'il ne faut cependant pas oublier, c'est qu'une des raffineries au Québec, qui est la plus importante, en fait, elle est en opération d'entretien. Normalement, ça devait durer 1 mois. Là, on est rendu à 2 mois. Ça fait 2 mois que la principale raffinerie québécoise n'est pas en fonction. Il faut donc ramener du pétrole d'ailleurs, que l'on paye beaucoup plus cher, qui peut expliquer une partie de la hausse. Et histoire de te faire rager un petit peu, si tu décides d'aller aux États-Unis, actuellement, les Américains sont en train de sortir avec les pancartes parce qu'ils sont à 1 $ du litre.
Puis là, ils sont fâchés de ça. Ils sont fâchés noirs, là. Ils s'en vont avec des pancartes, là. Autre sujet que je vais aborder avec vous parce que c'est important. Nous, à chaque année, à Virage, depuis 25 ans, on va à Détroit pour le Salon de l'Auto de Détroit, qui est un salon très important. Beaucoup de nouveautés. Détroit, c'est le pôle, c'est le centre de l'automobile. Puis la plupart des sièges sociaux, des gros sièges sociaux sont là. À chaque fois que là, on va tomber en rediffusion dans pas longtemps, dans quelques semaines. Et le Salon de l'Auto de Détroit va être en reprise. On va là, on aime ça. Mais là, qu'est-ce qui se passe, Marc, avec le Salon de l'Auto de Détroit? Écoute, moi, j'ai moins d'expérience que vous, messieurs, non, c'est pas vrai, mais quand on a commencé, rappelez-vous, à aller au Salon de l'Auto de Détroit, c'était un salon où il y avait 3 jours de presse. Il y avait à toutes les 25 minutes des dévoilements. C'était sur 2 planchers, c'était gigantesque, il y avait des trucs dans les arénas. Aujourd'hui, c'est plus ça, là. On va à Détroit, c'est un plancher. On a de la misère à mettre, on met un petit peu de gazon dans le sous-sol pour faire comme si on l'occupait. C'est dans une journée les conférences de presse. Pourquoi? Parce que les manufacturiers s'en vont. Cette année, ce sont les Allemands, entre autres, qui sont partis. Mercedes-Benz, BMW, Porsche et Audi. Qui seront pas là. Volkswagen qui vient d'annoncer qu'il ne sera pas là non plus. Volkswagen qui ne sera pas non plus au Salon de Paris. Attention. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, ça coûte une fortune. Pour les manufacturiers, aller là, ça coûte une fortune. Deuxièmement, il faut se rappeler qu'un salon de l'auto, ça a une portée, même s'il y a beaucoup de journalistes, oui, on fait des dévoilements, une fois ça fait, le salon lui-même a une portée locale. Si tu ne vends pas de char dans le marché où tu vas le présenter, ça ne te donne rien d'aller dépenser une fortune. Et Porsche et Audi en vendent pas tant que ça à Détroit, mais ils en vendent une tonne. On saute le million de visiteurs. C'est de moins en moins vrai. Il était à 800 000 l'an passé. 800... Mais il baisse et, encore une fois, tu sais, Salon de Francfort, je te donne un exemple parce que ça m'a frappé. Audi a fait un pavillon au Salon de Francfort, pavillon qui a coûté 11 millions d'euros. C'est plus justifiable. Les coûts sont plus justifiables. Juste la location de l'espace du kiosque de Mercedes-Benz à Détroit il y a 2 ans, c'était 560 000 US. Là-dessus, là, tu n'as pas de tapis, tu n'as pas de mur, tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas installé une chaise, tu n'as pas rentré une auto. Là. C'est ça. Fait que ces coûts-là, alors ce qu'ils font maintenant, puis les Allemands nous avaient prévenus, ils préfèrent faire des événements, ce qu'on appelle des ride and drive, où ils invitent des clients à essayer des voitures. Pense à la Audi Experience, ce qui se fait beaucoup avec des clients Audi. La plupart font ça maintenant. Des écoles de conduite spécialisées, les Mercedes-Benz de tout acabit, ils invitent des clients, ils les assoient dans les autos, ils les font essayer, puis généralement, ils ont un taux de vente qui est à peu près de 40 %. Fait que c'est beaucoup plus rentable qu'un grand salon. À travers le monde, ça peut être intéressant, mais je pense que les gens aiment encore aller dans un salon de l'auto au lieu de se déplacer chez les concessionnaires. Les événements que tu parles, je comprends que c'est le fun, sauf que c'est toujours avec des conseillers qui vont te mettre de la pression pour acheter un véhicule. Je pense aller dans un salon de l'auto, c'est encore sa place. Les coûts, là, je comprends que c'est déraisonnable, mais je pense que les salons ont encore leur place. Parce que Francfort, il y a plusieurs années, je ne sais pas, ça fait longtemps que j'y vais plus, mais antérieurement, t'achetais un billet pour visiter le salon de Francfort, c'était 4 jours. Oui. Alors, et maintenant, tu y vas et tu fais tout ça dans la même journée. C'est ça. Et juste le kiosque Mercedes, c'était plus grand que le stade olympique. Oh, oui, c'est un stand sur 3, c'est un building sur 3 étages qui appartient juste à Mercedes. C'est incroyable, le nombre de véhicules. Par contre, là où tu as raison, Daniel, c'est que de plus en plus, les salons, à mon sens, vont justement se régionaliser, donc vont devenir importants. Et parce que la plupart des salons, ce qu'on oublie de dire la plupart du temps, c'est que les salons, c'est organisé par des associations de concessionnaires. C'est pas organisé par des manufacturiers. Non, c'est pas les manufacturiers qui payent. C'est ça. Fait que là, c'est les concessionnaires qui, eux, vont payer pour pouvoir atteindre leur clientèle locale. Et c'est là que je te disais, si tu vends 50 Porsche dans la région de Détroit, mais que tu en vends 500 dans la région de Los Angeles, le manufacturier va mettre son argent à Los Angeles, mais ça se peut que le concessionnaire local, lui, décide de dire bien, je vais peut-être y aller, 50 Porsche, ça vaut quand même la peine. Mais on ne réservera plus les dévoilements pour ces salons de l'auto majeurs-là. Pas du tout. Maintenant, les dévoilements se font à l'année. Puis de toute façon, tu l'as vu toi-même. Rappelle-toi, même Volkswagen, justement, quand ils ont dévoilé leur Atlas l'année passée, l'ont fait sur le quai de Santa Monica, pas du tout en dehors du salon de Los Angeles. Je te dirais 100 de l'année passée du salon de l'auto de Détroit, les dévoilements, on les savait d'avance. Exactement. Ou on avait déjà vu les véhicules d'avance. L'information avait coulé, alors... Puis même nous, comme journalistes, on est invités une journée ou deux avant les jours de presse
parce qu'ils font des dévoilements. Salon de New York cette année, là, écoute, le mercredi, c'était la journée de presse. Le lundi, il y avait un pré-dévoilement chez GM, puis le mardi, il y avait un pré-dévoilement chez Cadillac. C'est ça, pareil. C'est incroyable. Merci, on se voit un peu plus tard à l'émission, messieurs. Au plaisir. Bien sûr. Alors voilà, on s'arrête pour une pause et au retour, on s'entretient avec M. Jean Cadorette qui pourrait vous aider. Restez avec nous.